Ce bureau est réservé aux officiers. Sortez immédiatement. » Riley Cross ne bougea pas. Ses yeux restèrent fixés sur l'écran saturé de lignes rouges. Ses doigts continuaient de courir sur le clavier, rapides, précis, comme si l'ordre n'avait jamais été donné. Un silence épais tomba. Le bourdonnement des serveurs sembla s'éteindre. Derrière elle, un lieutenant avala sa salive avec peine. Personne ne comprenait pourquoi cette femme mince, une simple conseillère civile, n'avait pas déjà été expulsée manu militari. Elle se redressa enfin. La lumière crue du néon accrocha la cicatrice qui traversait son sourcil et sur son poignet, entrelacé dans la chair abîmée, brilla un tatouage noir, une plume de corbeau. Un souffle parcourut la salle. Ce symbole, il n'aurait jamais dû réapparaître. Il appartenait à une autre époque, à une autre guerre. « Dernier avertissement », dit-elle d'une voix basse, ferme. « Essayez encore de m'arrêter et je vous montrerai ce qu'une ombre sait faire du silence. » Ils n'avaient pas compris. Pas encore. Pour eux, elle restait une étrangère, une femme déplacée dans un monde d'uniformes. 5 minutes plus tard, quand le général Whitmore franchit la porte et posa son regard sur elle, tout changea. Mais avant de plonger dans l'histoire, abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et dites-nous en commentaire d'où vous regardez cette vidéo. Merci. La poussière du désert du Nevada s'étendait avec une égalité implacable sur toute chose. Elle recouvrait les collines, les barbelés et la silhouette féminine qui descendait du car de transport. Une vieille valise pendait à son épaule trop frêle pour porter un tel poids. Elle s'appelait Riley Cross et son arrivée passa inaperçue. Un simple esprit civil qui venait d'apparaître aux grilles de Fort Ironside. Les sentinelles postés à l'entrée, 2 jeunes soldats brûlés par le soleil, suivirent du regard sa démarche lente. Leurs yeux, habitués à traquer la menace, parcoururent ses vêtements simples, un jean, un t-shirt gris usé, des bottes fatiguées, puis s'arrêtèrent sur sa peau. Des cicatrices argentées, fines comme une toile, couraient le long de ses avant-bras, une carte brutale d'ancienne violence. Une autre marque, blanche et discrète, traversait son sourcil gauche, lui donnant un air de calme permanent, presque inquiétant. L'un des soldats donna un coup de coude à l'autre. « Regarde, tu crois qu'elle s'est battue avec une tondeuse ?» murmura-t-il. Son camarade ricana. « Plutôt une soirée ratée avec une râpe à fromage. » Ils ne virent qu'une femme, une civile, et rangèrent ses cicatrices dans la catégorie des accidents banals. Un crash de voiture, sûrement rien d'important ici. Riley laissa son regard errer sur l'immense base, le miroitement de la chaleur sur l'asphalte, le grondement lointain des exercices d'artillerie. Elle entendit leurs railleries, cette cruauté légère de la jeunesse, mais son visage resta impassible. Elle était comme un point fixe dans la tempête du vent, aussi discrète que les tortues du désert tapis sous les buissons de créosote. Elle tendit ses papiers avec une précision mécanique. Le ton railleur du soldat s'éteignit lorsqu'il aperçut l'entête officielle, une affectation en tant que conseillère technique, une formule vague dans un univers de rôles strictement défini. Elle n'était pas une personne pour eux, elle devenait un problème. Avec un haussement d'épaule, il lui rendit sa carte et la laissa passer. Sa mission était terminée, désormais elle appartenait aux soucis d'un autre. Tandis qu'elle avançait vers le bâtiment du commandement, Riley sentit le poids des regards, ces jugements rapides qu'elle portait comme un manteau familier. Les Marines qu'elle croisait ne voyaient qu'une femme fragile, à la peau marquée, une anomalie dans leur monde de discipline et d'uniforme. Ils ne percevaient pas la force tendue dans sa posture, ni la sérénité glacée de ses yeux, ceux d'une personne qui avait déjà affronté des tempêtes bien plus violentes que de simples moqueries. Le bureau du colonel Harrington était une oasis climatisée d'ordre au milieu du chaos de la base. Les médailles arabes brillaient dans des vitrines et un immense drapeau américain se dressait dans un coin. Lui-même semblait taillé dans la même matière rigide que son décor, un menton carré, une discipline qui avait effacé toute douceur de ses traits. Assis derrière son massif bureau en acajou, il détaillait Riley Cross comme on observe une contrariété administrative. Il fit tapoter son doigt sur son dossier, un mince classeur, presque vide. « Mademoiselle Cross, » dit-il d'une voix grave qui exigeait toujours l'obéissance, « votre dossier est d'une maigreur affligeante. Il est simplement indiqué que vous êtes ici pour conseiller sur l'intégration des systèmes. » Il se pencha vers elle, son regard utilisé comme une arme d'intimidation. Ses yeux glissèrent sur les cicatrices de ses bras
et un éclair fugitif de pitié ou de mépris traversa son visage avant qu'il ne le chasse. « Nous menons ici des opérations d'une exigence extrême. Alors dites-moi, quelle est exactement votre expertise ?» Son ton ne laissait aucun doute. Pour lui, elle n'était pas capable d'apporter la moindre contribution utile. Intégration. La réponse de Riley Cross tomba, calme, posée, sans la moindre volonté d'impressionner. Cette simplicité agaça le colonel Harrington. Il avait anticipé une justification maladroite, un discours hésitant pour défendre sa présence. À la place, il ne reçut que des faits bruts. Un soupir lourd s'échappa de sa poitrine, chargé d'ennuis bureaucratiques. Toute cette affectation n'était qu'un service rendu à quelque général 3 étoiles au Capitole Command, un caillou administratif dans sa botte. Qu'importe, il trouverait bien un endroit où cette femme ne gênerait personne. « Très bien, » dit-il enfin, en refermant son dossier d'un claquement sec. « Nous avons un nouveau programme de reconnaissance par drone, l'escadron VX-9 Spectres. Ils connaissent mon quelques difficultés au démarrage. Vous observerez leurs opérations. Voyez si vos diagnostics peuvent nous servir. » C'était une mise à l'écart, une façon polie de l'envoyer dans un hangar poussiéreux où elle pourrait toucher son salaire sans troubler le vrai travail. Il se leva, geste clair que l'entretien était clos. « Le lieutenant Harker vous conduira au hangar. Restez loin de mes Marines, Miss Cross. Vous avez un rôle à jouer. » Le sous-entendu restait suspendu dans l'air, un rôle que vous êtes incapable de comprendre. Riley se contenta de hocher la tête. Son visage neutre ne lui offrit aucune prise à sa condescendance. Elle se leva et suivit le lieutenant, laissant le colonel Harrington seul dans son sanctuaire glacé, persuadé d'avoir contenu la perturbation avant même qu'elle n'existe. Le hangar assigné à l'unité des Spectres était une caverne de métal, saturée de bruit et d'agitation. Les coups de clé sur la tôle résonnaient sous les hautes poutrelles, se mêlant aux hurlements des turbines et au jargon crié de jeunes hommes persuadés d'être les maîtres du monde. On installa Riley à un petit bureau relégué dans un coin, une île oubliée, au milieu d'un chaos contrôlé. Les pilotes de drones et les techniciens, à peine sortis de l'adolescence, la tenaient à distance. À leurs yeux, elle n'était rien de plus qu'une intruse, une civile parachutée dans leur univers clos. Certains l'appelaient la conseillère, avec une ironie appuyée. D'autres, plus cruels, chuchotaient Scarface en croyant qu'elle n'entendait pas. Elle ne réagit jamais, ni protestation, ni tentative de se justifier. Elle observait seulement. Ses journées se fondirent dans un rythme silencieux, assise à sa table, attentive aux balais complexes entre hommes et machines. Elle repérait les petites failles, les erreurs nées de l'arrogance et d'une compréhension trop superficielle des systèmes qu'ils maniaient. Là où eux voyaient des outils interchangeables, elle percevait des organismes complexes, dotés d'une histoire et d'un tempérament. Son attention revenait souvent vers un drone particulier, un vieux RQ-17 Ravenhawk relégué au fond du hangar. Dépouillé de ses pièces, son fuselage portait les cicatrices d'atterrissage brutaux et de réparation hâtive. Les Marines le surnommaient le Phantom, un clin d'œil à son état de mise au sol permanente. Parfois, Riley s'approchait de lui, caressait les plaques rafistolées de sa peau composite. Elle posait sa main sur la pointe glacée de son nez, la tête légèrement penchée, comme pour écouter un battement de cœur disparu. Un jeune caporal, Ramirez, plus discret et attentif que ses camarades, remarqua ce rituel étrange. Technicien lui-même, il était las des problèmes répétés de l'escadron. Un après-midi, il rassembla son courage et s'avança vers elle, alors qu'elle se tenait près du fantôme. « Quelque chose d'intéressant, madame ?» demanda timidement le caporal Ramirez. Riley ne sursauta pas. Elle tourna lentement la tête, son regard calme accrochant le sien. « Une histoire, » répondit-elle d'une voix douce. « Chaque machine en porte une, celle-ci, elle est simplement écrite à l'extérieur. » Ces mots, d'une simplicité désarmante, frappèrent Ramirez plus qu'il ne l'aurait cru. Il jeta un œil à l'inscription effacée sur la carlingue du fantôme, puis son regard revint vers elle. Ses yeux se fixèrent sur son poignet, là où un tatouage apparaissait entrelacé dans la peau abîmée. Une plume de corbeau noir, stylisée, en partie masquée par les cicatrices épaisses. Un fragment étrange, déplacé, comme elle, une pièce arrachée à une histoire plus vaste et cachée. L'atmosphère commença à se charger, lourde comme avant un orage dans le désert.
La tension devenait presque palpable. C'est à ce moment-là que le General Whitmore, dont le nom se murmurait avec un mélange de crainte et de respect au Capitol Command, arriva pour une inspection de 2 jours. Le point culminant de sa visite serait une démonstration colossale, un exercice destiné à prouver le concept de Smart Squadron avec l'escadron VX-9 Spectres et leur technologie de drone au centre de toutes les attentions. Pour le colonel Harrington, ce n'était pas qu'un simple entraînement. C'était le pivot de sa carrière, l'épreuve dont dépendait sa prochaine promotion. L'échec n'était pas une option. Le jour de l'exercice s'annonça clair et brûlant. Dans un centre de commandement dernier cri, Harrington et son état-major observaient les écrans principaux, confiants et sûrs d'eux. En arrière-plan, le général Whitmore restait debout, silhouette massive et silencieuse qui emplissait l'espace de son autorité. La manœuvre commença sans accroc. La première vague de MQ-12 Vulture décolla, leur flux vidéo offrant une vue parfaite du champ d'opération. Puis soudain, tout vacilla. Le signal principal clignota et une pluie de lignes de code infectieux traversa l'écran. Une deuxième machine tomba, puis une troisième. En moins de 2 minutes, une cascade d'erreurs balaya le réseau entier. Les écrans s'éteignirent les uns après les autres, remplacés par un flot de messages d'erreurs en rouge. « Que se passe-t-il » aboya Harrington, la voix serrée par une panique qui montait. « Communication ! Rapport !» cria-t-il encore. Un jeune lieutenant, le visage blême bredouilla. « Mon colonel, nous avons perdu la liaison principale. Tout le réseau est hors service. C'est une sorte de virus, un code fantôme. Impossible de l'isoler. » L'instant d'avant, la salle vibrait de l'assurance professionnelle. À présent, c'était la confusion totale. Les techniciens martelèrent leurs claviers sans effet. Les pilotes hurlaient des rapports inutiles dans des casques devenus muets. Toute l'escadre de drones, valant des millions, errait à l'aveugle. Un essaim de métal, sourd et aveugle, promis à la chute. Le visage du colonel Harrington s'était figé en masque de fureur glacée. Sa carrière se désagrégeait sous ses yeux, et derrière lui, le regard opaque du général Whitmore pesait plus lourd que n'importe quel blâme officiel. Dans un coin oublié du hangar, Riley Cross était penchée sur un ordinateur robuste, surveillant un flux de données secondaires. Elle avait détecté l'anomalie 12 secondes avant que le chaos n'atteigne le centre de commandement. Ses yeux suivaient le désastre se dérouler, mais son expression restait inchangée. Pas de panique, seulement une concentration absolue. Quand la confusion atteignit son apogée, Riley se leva. Ses pas étaient calmes, assurés, tandis qu'elle se dirigeait droit vers la console centrale, au cœur de la tempête. Les techniciens et officiers, absorbés par leur propre panique, ne remarquèrent sa présence qu'au moment où elle se tenait déjà derrière eux. Un jeune lieutenant, le badge Harker cousu sur sa poitrine, se retourna brusquement et leva la main pour l'arrêter. Son visage trahissait à la fois la peur et l'agacement. « Madame, cette zone est interdite !» cria-t-il, la voix brisée par le stress. « Vous devez reculer !» Riley ne lui accorda pas un regard. Ses yeux restaient fixés sur la cascade de lignes rouges qui envahissait l'écran principal. « Je peux réparer ça !» Sa voix n'était pas forte, mais elle fendit le vacarme comme une lame nette, précise, d'une assurance absolue. Sans attendre d'autorisation, elle passa devant un lieutenant Harker, muet, de stupeur, écarta doucement un jeune technicien et prit place à la console centrale. La pièce sembla se figer, ses mains glissèrent donc sur le clavier avec une fluidité irréelle. Ce n'était pas de la simple frappe, c'était une démonstration, une chorégraphie sans un geste inutile, sans la moindre hésitation. Ses doigts dansaient dans une tempête maîtrisée d'énergie. Son attention était totale. Elle ne lança aucun diagnostic standard. Elle plongea directement dans l'architecture du système, convoquant des lignes de code brutes que la plupart n'avaient vues qu'au détour d'un manuel oublié. Peu à peu, le flot d'erreurs ralentit. Les serveurs cessèrent de clignoter frénétiquement, les voyants retrouvèrent une cadence régulière. Riley mit la main sur l'origine du désastre, un verre polymorphe d'une sophistication redoutable, déguisé en signal de diagnostic bénin. En quelques frappes précises, elle l'isola, l'enferma dans une sandbox improvisée, détourna tout le protocole réseau par un vieux canal d'urgence et purifia les connexions infectées. Moins de 3 minutes suffirent.
Les écrans s'allumèrent de nouveau, remplaçant les alertes rouges par des images claires et stables, les vues aériennes de la zone désertique. Le système n'était pas seulement restauré, il était désormais plus résilient qu'avant. Autour d'elle, les mains s'immobilisèrent. Dans le silence vibrant du centre de contrôle, Riley inspira doucement. Elle avait chassé le fantôme de la machine, seule. L'incrédulité laissa place à une admiration muette. Tous les regards convergèrent vers la femme qui, quelques instants plus tôt, n'était qu'une étrangère. Le lieutenant Harker fixait la scène, la bouche entr'ouverte, toute arrogance dissipée. Les pilotes sûrs d'eux, les techniciens débordés, ne voyaient plus une intruse, c'était une sorte d'enchanteresse. La voix du colonel Harrington résonna dans les haut-parleurs, tranchante, tendue. « Centre de commandement, statut. Qu'est-ce qui vient de se passer ?» Le lieutenant, désormais humilié mais lucide, saisit sa radio. « Monsieur, tout est stabilisé. Le réseau est de nouveau opérationnel. » Il marqua une pause. « C'est la conseillère, mon colonel, Miss Cross. Elle a réglé le problème. » Ces mots tombèrent d'Amy comme une évidence impossible. Aveu d'échec et proclamation de sa compétence fulgurante. Au sommet de la tour d'observation, le général Whitmore avait tout vu. Penché en avant, son regard perça l'écran, fixé sur la silhouette calme de Riley Cross. Dans la salle, les perceptions s'étaient renversées. La moquerie avait cédé la place à une crainte respectueuse. Qui était-elle vraiment ? Ou une simple civile avait-elle appris à neutraliser une cyberattaque militaire avec une telle facilité ? Dans le hangar, le corporal Ramirez, qui suivait la transmission, la vit se lever de la console. Son regard se posa de nouveau sur la plume de corbeau tatouée à son poignet. Ce n'était pas un ornement. C'était un signe, un code, un écho d'une vérité qu'ils ignoraient encore. Il se jura de chercher plus tard avec d'autres mots-clés. Unité fantôme, force spéciale, nom de guerre. Riley, elle, semblait insensible au regard. Son rôle était accompli. Sans emphase, elle fit un bref signe de tête au lieutenant abasourdi et retourna s'asseoir à sa place, laissant derrière elle une salle pleine de Marines d'élite, contraints de reconnaître qu'aucun d'eux n'égalait ce qu'elle venait de faire. Assise à son bureau, Riley Cross reprit sa tasse de café désormais glacée, comme si rien d'extraordinaire ne venait de se produire. L'exercice continuait, mais l'ennemi simulé, dirigé par un Red Team d'experts tactiques, s'adapta. Leur offensive informatique ayant échoué, ils changèrent de méthode. Une attaque d'électronique de guerre s'abattit, saturant les fréquences radio afin de couper les canaux de commandement. Un algorithme de saut de fréquence, trop rapide pour les contre-mesures habituelles de l'escadron, prit le relais. Les liaisons avec les drones commencèrent à vaciller de nouveau. Cette fois, pourtant, la panique ne submergea pas la salle. Tous les regards se tournèrent instinctivement vers le colonel Harrington. Sa voix retentit dans les haut-parleurs. Méconnaissable, toute arrogance avait disparu. Il ne parlait plus en supérieur distant, mais en chef acculé qui implorait l'aide d'une ressource éprouvée. « Cross, à quoi avons-nous affaire ?» Sans lever les yeux de son écran, Riley répondit d'un ton calme, presque clinique. « C'est un ancien protocole Bloodhound. » Sa voix n'était pas dramatique, simplement factuelle. Fréquence sautante, agressive, conçue pour trancher les canaux de commandement en zone contestée. Les jeunes Marines échangèrent des regards vides. Le mot Bloodhound n'éveillait rien chez eux, un vestige d'un autre conflit, une relique oubliée. Mais dans la tour d'observation, le général Whitmore se raidit. Lui connaissait ce nom, l'indicatif d'une unité légendaire de guerre électronique, officiellement dissoute depuis longtemps. Comment une simple conseillère civile pouvait-elle le savoir ? « Ils sont trop rapides pour vos filtres numériques, » poursuivit Riley, « mais ils ont une faille, ils ne peuvent pas pénétrer les systèmes analogiques durcis. » Son regard se leva enfin, balayant la salle jusqu'à croiser celui du lieutenant Harker. « Mettez le fantôme en ligne. » Un cri d'incrédulité parcourut la salle. « Madame, c'est l'appareil cloué au sol, » protesta Harker. « Il n'a pas volé depuis des mois, ses systèmes sont délabrés. Ses communications sont analogiques. » Coupa net Riley. « Blindé, c'est le seul qui puisse percer ce brouillage. Démarrez-le. » Il n'y avait plus place au doute. Son autorité s'imposa instantanément. Tous se hâtèrent d'exécuter ses ordres. Elle guida un jeune pilote nerveux dans la séquence de démarrage manuel. Sa voix, posée, était un fil de calme qui l'ancrerait dans la tempête. « Ignorez les alertes sur vos écrans numériques.
Fiez-vous au cadran analogique. Sentez l'appareil. Elle parlait comme une instructrice aguerrie d'un avion qu'elle n'avait pourtant jamais piloté, mais qu'elle semblait connaître jusqu'au plus intime de sa mécanique. Sous ses directives, le vieux Phantom, oublié au fond du hangar, reprit vie. Ses moteurs grondèrent, et bientôt il s'arracha du sol, relique au milieu des prédateurs modernes, il s'éleva dans le ciel, et devint la clé du sauvetage. Son signal analogique tailla dans le brouillage comme une lame, établissant un relais sûr pour le reste de l'escadron. Le réseau se stabilisa, guidé par le Phantom. La bataille simulée se renversa et les Spectres remportèrent la victoire. L'exercice, arraché in extremis à l'échec, se transforma en triomphe. Dans le centre de commandement, le bourdonnement des serveurs sonnait désormais comme un chant de victoire. Le général Whitmore descendit de la tour d'observation. Son visage, fermé comme du granit, ne laissait rien filtrer de ses pensées. Il traversa la salle, salué par les officiers au garde à vous, mais ses yeux cherchaient une seule personne. Il s'arrêta devant elle. À ses côtés, le colonel Harrington, raide comme une lame, affichait un respect renouvelé. « Général Whitmore, déclara-t-il avec solennité, voici la conseillère dont je vous ai parlé. » Whitmore, immense, se dressa devant Riley Cross. Il ne la dominait pas d'autorité, mais d'une curiosité intense, presque troublée. Il avait commencé à lever la main pour une poignée de main protocolaire, mais son geste se figea. Son regard s'était arrêté sur les avant-bras de Riley Cross, ce réseau argenté de cicatrices, un entrelacs brutal qui racontait une histoire trop vaste pour être celle d'un simple accident. Ses yeux glissèrent plus bas, attirés par une force invisible, jusqu'à son poignet. Là, incrustée dans la peau abîmée, se trouvait une unique plume de corbeau, tatouée d'un noir profond. Le général Whitmore suspendit son geste, sa main toujours en l'air, avant de la retirer avec lenteur, comme s'il redoutait de profaner quelque chose de sacré. La rigidité martiale de son visage se brisa, remplacée par une expression de stupeur et de révérence. « L'esprit d'une ombre », murmura-t-il, si bas que ses mots se perdaient presque dans le ronflement des serveurs. Mais il ne parlait pas du drone surnommé Phantom, il parlait d'elle. Ses yeux acérés quittèrent le tatouage pour remonter vers son visage. Il la vit vraiment pour la première fois. La force tranquille de sa posture, l'étrange sérénité de son regard, la cicatrice traversant son sourcil, tout prenait sens. « Shade » souffla-t-il, le nom résonna dans la salle comme une onde de choc. Ce n'était pas un nom officiel, c'était un murmure, un mythe jamais écrit sur aucun rapport. Shade, une légende des forces de niveau Tier 1, une opératrice fantôme qu'on disait capable de s'infiltrer derrière les lignes ennemies et de démanteler des réseaux entiers de l'intérieur. Un spectre auquel on attribuait des dizaines de frappes ciblées jusqu'à ce qu'elle soit déclarée morte lors d'une mission de sauvetage avortée. Ces cicatrices n'étaient pas l'œuvre du hasard, elles étaient la chronique gravée dans la chair d'une guerre secrète. Dans le silence vibrant du centre de commandement, le général Whitmore redressa les épaules. Le poids de ses 4 étoiles sembla s'effacer, remplacé par le respect nu d'un soldat face à un autre. Lentement, avec une précision solennelle, il leva la main à son front. Son salut claqua net, impeccable. Ce n'était pas le geste routinier d'un supérieur, c'était un hommage. Il ne saluait pas une simple conseillère civile, il saluait une guerrière que le monde croyait disparue. La puissance du geste traversa la salle comme une onde invisible. À ses côtés, le colonel Harrington, visage traversé par une révélation douloureuse et la honte de son jugement hâtif, se mit immédiatement au garde à vous. Son salut était raide, presque une excuse silencieuse. Un à un, sans un mot d'ordre, les Marines imitèrent le mouvement. Les pilotes autrefois arrogants, les techniciens encore abasourdis, les lieutenants médusés, tous se redressèrent et portèrent la main au front. Le seul son était le froissement des uniformes et le claquement sec des talons sur le béton. Aucun ordre, aucune consigne, juste un élan unanime, la plus haute marque d'honneur qu'il pouvait offrir. Il saluait, non pas une étrangère, il saluait un esprit revenu d'entre les ombres. Il saluait Shade. Au cœur de cette tempête silencieuse, Riley demeura immobile. Elle ne dit rien. Elle ne sourit pas. Sa sérénité intacte resta son armure. Ses yeux, qui avaient tant vu, croisèrent ceux du général. Et, après un long instant suspendu, elle lui offrit un simple hochement de tête.
C'était une reconnaissance silencieuse, une acceptation muette de l'hommage qui lui était rendu. Ce simple geste disait tout ce qu'elle-même ne formula pas. « Je suis là. Je vous vois. Avançons. » Le salut dura encore un instant, puis le général Whitmore abaissa la main et le charme se rompit. Son départ fut aussi discret que son arrivée, mais l'air avait changé. Le général avait parlé, et ces mots à l'oreille du colonel Harrington suffirent à reclassifier le dossier ORS à un niveau qui éviterait toute complication administrative future. Il s'assura que la prochaine mission de Riley, quelle qu'elle soit, ne rencontrerait aucun obstacle. Elle attendait près du hangar, sa vieille valise posée à ses pieds. À ses côtés se dressait le fantôme, l'ancienne carcasse qu'elle avait ramenée à la vie. Ses blessures de métal n'évoquaient plus la ruine, mais ressemblaient désormais à des décorations d'honneur. Le corporal Ramirez s'approcha avec hésitation, gardant une distance respectueuse. Sa curiosité d'autrefois avait laissé place à une profonde révérence. Il ne posa aucune question sur son passé ni sur le nom de Code Shade. Ses interrogations paraissaient désormais intrusives, déplacées. Il dit simplement « Merci, madame, pour tout ». Riley détourna son regard du drone et le fixa. Elle ne vit plus un marine arrogant, mais un jeune homme qui venait d'apprendre une leçon essentielle, ne pas juger trop vite. Elle étendit la main et effleura un panneau rafistolé sur l'aile du fantôme, là où les vis avaient un jour arraché le métal. « Prends soin des vieilles pièces, » dit-elle, sa voix douce mais ferme. « Elles ont des histoires à raconter. » C'était à la fois un conseil et un dernier ordre discret. Puis, elle se détourna et marcha vers le véhicule qui l'attendait. Elle monta sans se retourner, laissant le caporal seul dans l'immense ouverture du hangar. La dernière image fut celle de l'intérieur sombre du transport, et du tatouage à la plume de corbeau sur son poignet, aperçu une ultime fois avant que la porte ne se referme sur elle. Un spectre qui glissait de nouveau hors du monde. Le grand portail du hangar commença à se fermer. Le soleil de l'après-midi se rétrécit en un mince rayon lumineux, illuminant la poussière suspendue dans l'air. Le silence qui suivit n'était plus hostile ni vide. Il était lourd, méditatif, chargé du poids d'une légende qui avait marché parmi eux, invisible. Le seul son qui persistait était le ronflement régulier des systèmes désormais stables et intégrés, la preuve discrète de la force silencieuse qui les avait traversés et transformés.